Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, encore moi, Exponentiel Fojo, et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder l'évaluation comparative des diplômes d'études. Vous savez, lorsque vous voulez immigrer au Canada, généralement, dans la plupart de vos programmes d'immigration, vous faites ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire études, évaluation des diplômes d'études. En général, j'ai présenté sur la chaîne les possibilités de faire l'évaluation comparative des études avec l'organisme West et j'ai également fait une vidéo où je vous montrais comment faire l'évaluation de vos diplômes d'études avec ICAS. Et puis ICAS, c'était vraiment l'organisme qui était vraiment plus approprié pour des personnes qui étaient du domaine médical. Ok. Dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur ce qu'on appelle évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Vous le savez déjà, le Canada, c'est plusieurs programmes d'immigration. Vous avez l'immigration fédérale ou ce qu'on appelle généralement l'entrée express. Vous avez d'autres programmes d'immigration que j'ai présentés sur cette chaîne. Mais parmi tous ces programmes, vous avez une immigration qui est l'immigration du Québec, encore appelée ou reconnue sous le nom du programme ARIMA. Alors, lorsque vous voulez faire l'immigration ARIMA, en principe, vous n'avez pas besoin de faire évaluer vos diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est encore flou dans l'esprit de beaucoup de personnes. On n'a pas vraiment besoin de faire l'évaluation comparative des études pour l'immigration au Québec, mais ça reste quand même un document qui pourrait être important parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous créez votre profil ARIMA, le plus souvent, on vous demande en fait si vous détenez ce document. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez sur la vidéo. Puis, je voulais profiter en fait de la vidéo pour vous parler d'autre chose. Je parle d'immigration du Québec dans cette vidéo. Ça fait quelque temps que je vous parle justement d'immigration du Québec parce que l'immigration du Québec bouge. Ça bouge d'ailleurs très fort et très vite, notamment parce qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre qui frappe actuellement tous les pays du monde, hein. Le Canada y compris. Puis au Canada, le Québec, c'est vraiment la province qui est la plus impactée par ce problème de pénurie de main-d'œuvre là. Plus que jamais, le Canada a besoin de ressources, de main-d'œuvre pour aider la province comme ça à relancer son économie pré-pandémie. Sur cette page, tel que vous pouvez le voir, c'est en fait le dépôt d'un plan d'immigration du Québec pour 2022. Donc, il s'agit d'un rapport que d'un rapport que la province a en fait établi chaque année. Et puis, le plan d'immigration de cette année, en fait, cible les sélections du Québec dans les catégories d'immigration économique. Normalement, c'est les travailleurs qualifiés ou les gens d'affaires, aussi les réfugiés. Donc, si on regarde plus près ici, on va se rendre compte que pour 2022, le Québec compte comme ça accueillir entre 49 500 à 52 500 personnes immigrantes en 2022. Donc, si vous vous rappelez l'année dernière ou en 2020, le Canada avait drastiquement revu à la baisse ses quotas en termes d'immigration parce que pour le nouveau gouvernement qui avait pris le pouvoir, le problème de main-d'œuvre au Canada n'était pas un problème qui était directement rattaché à l'immigration. Il était question simplement d'augmenter les salaires. Bref, la politique était différente et ce gouvernement-là pensait que la solution ne viendrait pas de l'extérieur, ok? Qu'on pouvait essayer de trouver le problème sur place. Fort heureusement, on constate que le discours a changé. Je pense que c'est tout au plaisir de toutes ces personnes-là qui souhaitent vraiment immigrer, qui rêvent d'immigrer au Canada, dans ce beau pays, dans cette belle province. Mais comme vous le savez, il faut remplir les conditions, il faut faire attention, il faut faire vos propres recherches, éviter de vous faire arnaquer, parce que malheureusement, toute personne ne remplit pas les conditions pour immigrer. C'est vraiment triste, mais des fois, on rencontre des personnes qui veulent vraiment se faire arnaquer. Je le dis parce que il y a des personnes qui m'écrivent, qui me présentent leur profil. Lorsque j'analyse ça, je leur dis, vous ne remplissez pas les conditions. Malheureusement, vous ne pouvez pas immigrer au Canada selon
différents programmes établis. Mais ces personnes s'entêtent, donc vous comprenez que c'est des personnes qui sont vraiment vulnérables, ok? Donc, si vous êtes quelqu'un de mal intentionné, vous pourrez facilement les prendre au piège. Donc, comprenez donc bien que la province veuille accueillir beaucoup de personnes pour résoudre certains problèmes, tout le monde ne peut pas immigrer. Donc, il faut remplir certaines conditions, ok? Donc, vous allez certainement vous demander, mais c'est quoi les conditions, c'est quoi les critères? Je vais vous montrer ça parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos relatives à ces différents programmes. Donc, ce qu'on retient donc ici, c'est que voilà, il y a une augmentation de seuil. C'est peut-être à votre avantage. Donc, donnez-vous tous les moyens pour réussir. Comme je dis toujours, si vous remplissez les conditions. En plus de ces 46, 49 000, disons 52 500, il y a un rattrapage de 18 000, ok, admissions à combler, qui est le manque en fait de 2020. C'est-à-dire qu'en plus de ceci, il faudrait rajouter les 18 000 qui devraient normalement être invités en 2020, mais qu'on n'a pas pu inviter à cause de la pandémie. Donc, et puis on parle d'un autre 7 000. Vous comprenez en fait, additionner tout ça pour 2022, la province s'attend vraiment à accueillir à peu près 80 000 à 90 000, ok, tout programme confondu dans la province, c'est énorme, c'est vraiment du jamais vu, ok. Depuis l'histoire de l'immigration dans la province, c'est nouveau, ok. Donc, saisissez l'opportunité, saisissez l'occasion, faites vos tests de langue, hein, parce que l'avantage avec l'immigration du Québec déjà, c'est que vous n'avez pas, comme j'ai dit, besoin de faire l'évaluation des diplômes. Vous avez juste besoin de passer un test de langue, un test de français et si possible un test d'anglais. C'est pas obligé de faire le test d'anglais, mais c'est toujours un avantage de faire un test d'anglais, ok. Je vais d'ailleurs aller vous montrer ici. Si on regarde ici les critères, ok. Je pourrais vous mettre le lien de cette page en description de la vidéo. Sinon, c'est assez simple, comme vous le savez. Vous allez simplement sur Google, puis vous recherchez sélection Arima. On va juste écrire sélection Arima, puis on va voir ici invitation. Donc ça, c'est les invitations. Si je clique sur invitation ici, vous voyez, ça m'amène à cette même page. Donc c'est la même page que j'ai ici. Donc, assez simple. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette page? C'est que ça vous donne en fait les statistiques des différentes invitations. C'est-à-dire que chaque fois que la province invite ou bien extrait les candidats dans le cadre du programme Arima, il y a un compte rendu qui est donné sur la page. Ça vous permet donc rapidement de savoir quels sont les profils qui sont en train d'être invités ou simplement les codes CNP. Donc, si vous savez pas c'est quoi les codes CNP, c'est la classification nationale de profession. Donc, ça correspond en fait à la description ou bien au type d'emploi que vous exercez dans votre pays et qui est en demande au Canada. Donc, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre en fait comment trouver son code CNP. Regardez dans la playlist des vidéos Entrée Express. Vous allez trouver cette vidéo là. Mais sinon ici, rapidement, ce qu'on peut observer, c'est que le 9 décembre, par exemple, donc si je fais retour en arrière, alors ici, ce qu'on peut observer, c'est que c'est ça. C'est que le 9 décembre 2021, je pense que je suis très avancé. Ok, ça c'est vraiment la première page. Donc ici, ce qu'on peut observer par exemple lorsque vous regardez ce tableau, c'est que le 9 décembre 2021, il y a eu 36 invitations dans le cadre du programme Arima. Ok, le 11 novembre 2021, il y a eu 32. Le 20 octobre, il y a 22. Le 30 septembre, il y a 535. Donc, vous voyez que chaque mois, on a quand même des invitations, ok? Même si certains mois, le quota est faible que d'autres mois, mais chaque mois, quand même, on peut avoir certaines invitations. Vous voyez, en septembre, on a eu quand même plus de 1000 invitations. En décembre, le 9 décembre, on a eu 326 invitations. Donc, ces invitations-là, vous pouvez vous dire, OK, quelles sont les personnes qui étaient invitées, quels sont les critères. Donc, il suffit de cliquer ici sur critères. Lorsque je clique sur critères, je peux donc aller voir que, OK, les personnes qui ont été invitées, c'est des personnes qui remplissaient ces conditions. OK? Donc, déjà, voilà les personnes qui ont été invitées, c'est des personnes qui avaient ces CNP.
Je peux mettre ça en français, par exemple. Donc, alors, il y a la CNP, par exemple, 023, c'est les gestionnaires des systèmes informatiques, ingénieur civil, dont vous parcourez toute la liste. Ça vous permet de voir toutes les personnes qui étaient invitées. Il y a des aides-soignantes, il y a des infirmiers auxiliaires, des éducatrices du primaire et préscolaire, éducatrices au niveau secondaire. Donc, maintenant, vous avez peut-être besoin de savoir, OK, à quoi renvoie ce CNP, de quoi est-ce qu'il s'agit, est-ce que ça correspond exactement à ce que j'ai fait dans mon pays. Ça vous permet en fait d'avoir une idée de savoir si votre CNP est en sélection dans la province. Si votre CNP n'est pas en sélection présentement, juste prendre votre mal en patience et votre tour viendra peut-être. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui seront invitées. Je vais par exemple prendre une CNP ici par hasard dans la liste. Je vais par exemple prendre ici enseignant au niveau secondaire. Je suis peut-être enseignant, mais j'aimerais savoir quelles sont les conditions à remplir en tant qu'enseignant pour être sélectionné ou bien pour avoir cette CNP. Donc, si je copie la CNP ici, je fais ça, copier, ou bien je retiens simplement, c'est le 4031. Puis je vais sur Google, j'essaie de savoir, chercher cette CNP. Donc, je saisis CNP 4031. Lorsque je clique 4031, CNP 4031, c'est ça ici, plus précisément, ou bien ici. Si je clique ici, alors ça me dit 4031, c'est enseignante au niveau secondaire. Et puis voilà les sous-catégories. Donc, ça peut être un bibliothécaire, professeur, ça peut être un chef de département, ça peut être un enseignant scolaire au niveau secondaire, orthopédagogue, pédagogue, autant pour moi au niveau secondaire. Donc là, en fait, ça vous donne les différentes appellations de l'emploi ou bien les sous-rubriques de l'emploi, la catégorie d'emploi. Et puis, dans tout ça, pour faire simple, un peu donc ici ce que je voulais vous montrer justement c'est ça la fonction principale. Donc lorsque vous lisez la fonction principale, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans la catégorie, OK, 4031 enseignant, puis vous allez plus bas dans la fonction principale. La fonction principale ici, c'est celle qui va permettre à vous de savoir si cette catégorie correspond à ce que vous faites comme emploi, ce que vous occupez comme emploi dans votre pays. Et puis, lorsque vous l'avez établi, parce que vous auriez besoin d'établir une attestation de travail. Et l'attestation de travail que vous allez établir doit contenir une description des tâches. OK? La description des tâches que vous faites actuellement dans votre pays, dans cette profession-là. Donc, pour établir la description des tâches, vous pouvez vous inspirer de ceci. Il n'est pas question de les copier entièrement, mais vous pouvez vous inspirer. Ça vous permet déjà de savoir si ce que vous faites correspond à ce qui est demandé dans cette CNP. Et pour votre attestation de travail, parce que vous auriez besoin d'établir des descriptions de tâches, de vous inspirer de tout ça. Donc, vous regardez tout ça comme description de tâches. Est-ce que ça correspond à ce que vous faites? Si oui, alors vous avez peut-être des chances d'être sélectionné pour les prochaines extractions dans cette catégorie. Mais comme vous allez le remarquer plus bas, en plus de la CNP, c'est-à-dire qu'en plus du fait que ces personnes-ci avaient une CNP dans l'une de ces catégories, il s'agit également des personnes qui avaient au moins, vous voyez ici, elles avaient au moins 633 points. Donc le pointage, c'est quelque chose de très important également. Et qu'est-ce qui va vous donner des points dans une extraction, bien dans le bassin? Parce qu'il faut comprendre que, par exemple, ce que je viens de prendre les enseignants, il y a potentiellement beaucoup d'enseignants qui sont présentement dans le bassin, qui ont rempli les conditions. Mais les enseignants qui seront sélectionnés, c'est ceux qui ont un maximum de points. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de points? Il y a des critères qui sont pris en compte, ok, qui vont entrer dans le calcul de pointage pour aller vous donner un certain nombre de points. Ok, ça peut être votre âge, votre niveau d'études, votre nombre d'années d'expérience, votre capacité linguistique, c'est-à-dire au test de français. Si vous avez fait les tests d'anglais, c'est un atout. Si vous êtes marié, alors votre conjoint doit influencer votre score parce que dans l'addition des points sera pris également en compte son niveau d'études, son âge, son expérience, son résultat au test de langue de votre conjoint. Donc même si l'impact n'est pas énorme, ok,
en tant que conjoint, ça peut quand même influencer votre pointage. Ok, donc et puis dans cette vidéo, je vous montre comment. Ok, pour ceux qui ne savent pas comment tout ça se passe, lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, ça c'est ma chaîne YouTube ici. Lorsque vous allez dans les playlists, cliquez sur playlist lorsque vous êtes sur ma chaîne, vous allez voir que les vidéos sont reparties vraiment en playlist. Les playlists, c'est les catégories. Ok, vous avez ici des événements. Lorsqu'il y a des événements à venir, je vous partage ça. Vous avez ici l'entrée express, ceux qui veulent immigrer dans la procédure fédérale de l'entrée express. Comme vous le savez, je vous ai toujours recommandé, même si vous faites l'immigration du Québec, essayez quand même de faire l'entrée express pour multiplier vos chances. Ok, essayez de toucher vraiment à plusieurs programmes parce qu'on ne sait pas où ça va finir par décrocher. Vous avez le droit de le faire. Ok, donc le but serait juste que s'il y a un programme qui vous sélectionne et que vous passez à l'étape fédérale, il serait important de fermer votre dossier dans d'autres programmes. Donc, n'essayez pas de vous rendre à l'étape fédérale avec plusieurs projets. Donc, s'il y a un projet qui vous a sélectionné, allez simplement fermer les autres programmes, ok? Puis continuez avec celui qui vous a sélectionné. Donc, alors, lorsque vous arrivez donc dans la playlist, vous voyez ici Immigration Province du Québec. Dans Immigration Province du Québec, donc c'est cette playlist-ci qui va vous permettre comme ça de comprendre entièrement l'immigration du Québec et de monter vous-même votre procédure, faire vous-même votre démarche et réussir votre programme d'immigration. Donc, prenez le temps, si vous voulez vraiment réussir votre projet d'immigration, de regarder l'ensemble de ces vidéos. Ok, c'est vraiment en parcourant toutes ces vidéos que vous allez comprendre un certain nombre de choses et que finalement vous allez réussir à immigrer. Ok, il y a cette vidéo, comment utiliser l'outil de T-évaluation. Donc, cette vidéo, c'est elle qui va vous permettre en fait d'essayer d'évaluer votre score, de voir à peu près quel est votre score. Parce que vous avez vu ici, les candidats qui sont sélectionnés ont un certain nombre de pointages. Donc, il y a un outil qui s'appelle l'outil de T-évaluation sur le site de l'immigration qui va vous permettre, vous, également, de calculer votre pointage. Donc, ça vous donne juste une certaine idée. Est-ce que j'ai les chances d'être extrait? Est-ce que j'ai vraiment les atouts, est-ce que je réponds aux critères, ok, ça va vous permettre. Si vous faites l'évaluation de pointage et que vous êtes dans les 200, 250 points, vous comprenez que vous avez vraiment beaucoup de difficultés, vous auriez beaucoup de difficultés à immigrer, à réussir votre programme d'immigration, étant donné que les gens qui sont sélectionnés tournent toujours autour des 500, ok. Donc, en plus du pointage, comme vous allez voir, il y a des personnes aussi qui avait une offre d'emploi. Donc, si vous avez une offre d'emploi dans la province, vous voyez ici, on dit elle détenait une offre d'emploi validée. Donc, si vous avez une offre d'emploi, ça peut également vous permettre d'être sélectionné. Ok, c'est quelque chose qui vient donner un plus à votre dossier. Donc, ça, c'est également bon à savoir. L'offre d'emploi validée, ça veut simplement dire qu'à partir de votre pays, vous avez essayé de chercher du travail au Canada, vous avez postulé aux différentes offres d'emploi et il y a un employeur qui vous a retenu, ok. Lorsqu'il vous a retenu, il vous a donné ce qu'on appelle une offre d'emploi et l'offre d'emploi que l'employeur vous donne. Maintenant, il va falloir que vous vous rendez au niveau du ministère, ok. C'est toute une autre procédure. Généralement, il y a des employeurs qui le font. Sinon, ce sera à vous d'aller valider votre offre. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà un dossier dans Arima, ok, vous pouvez commencer à chercher faire des recherches d'emploi. Si vous trouvez un emploi, vous allez obtenir ce qu'on appelle une offre d'emploi. Et votre offre d'emploi, vous allez essayer de la faire valider par le ministère. C'est-à-dire que le ministère va faire certaines études. C'est ce qu'on appelle généralement l'étude d'impact sur le marché. C'est-à-dire question de savoir si l'employeur n'a pas pu trouver la main-d'œuvre locale avant d'aller recruter à l'étranger. D'ailleurs, cette mesure a été suspendue depuis, je veux dire que dorénavant, les employeurs n'auront plus besoin de démontrer qu'ils n'ont pas pu trouver de main-d'œuvre au Canada avant de recruter à l'étranger. Donc, les employeurs, généralement, ont vraiment libre accès d'aller recruter à l'étranger. Plus besoin de justifier qu'ils n'ont pas pu trouver sur place. Donc, vous allez quand même obtenir une offre d'emploi validée, c'est-à-dire que le ministère va étudier l'offre que vous avez, vous allez les présenter. Ils vont vous donner comme ça un code ou un numéro. Ce numéro-là, vous allez retourner dans votre bassin Arima, vous allez l'ajouter.
Ça va certainement booster votre dossier, ou bien ça va envoyer une sorte d'alerte ou d'alarme auprès des agents d'immigration qui vont comme ça rapidement vous sélectionner parce que vous avez une offre d'emploi validée. Donc ça vient juste donner un plus et à votre procédure, ok? Donc, alors, j'espère que vous comprenez tout ce que je fais. Ça fait beaucoup de contenu, puis je saute du coq à l'âne. Alors, je vous disais donc la playlist de vidéos ici, c'est elle qui va vous permettre, vous, de réussir votre programme d'immigration en parcourant la plupart des vidéos. Et quand vous allez faire vos simulations, vous allez vous rendre compte que ça, c'est important. Je profite pour vous dire ça. Le test de langue est très important dans la procédure d'immigration et dans la plupart des procédures d'immigration, que ce soit entrée express, que ce soit immigration du Québec, vous allez vous rendre compte que en faisant des simulations de pointage, lorsque vous améliorez vos tests de langue, ça change énormément votre score. Donc, il est important de bien se préparer au test de langue et pour aller comme ça décrocher les meilleurs points, les meilleurs scores, et comme ça c'est fait extrait. Donc la préparation du test de langue, vous avez des groupes sur Facebook qui vous aident à faire ça. Vous avez également des vidéos, des chaînes sur YouTube qui vous permettent également de vous préparer au test de langue. Par contre, j'ai découvert récemment un groupe, donc c'est un groupe de jeunes qui préparent également des gens au test de langue, ok, puis ils ont vraiment des très bons scores. Les étudiants qui sortent de là ont quand même des bons scores. Je vais peut-être demander aux membres ou bien aux fondateurs comment dire, de ce groupe-là, s'il serait intéressé à venir sur la chaîne présenter ses astuces, comment est-ce qu'il fait pour avoir des meilleurs scores. Et si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe-là, laissez un commentaire, laissez un message à l'adresse tutoimmigration@gmail.com. Puis on verra si on peut faire une rencontre ou bien une vidéo avec ces formateurs. Puis ils vont peut-être vous donner les conditions pour être formés, si jamais vous voulez rejoindre le groupe. Donc très important. Je tenais à vous dire ça parce que je les ai découverts. Parce qu'en fait le fondateur de ce groupe-là, c'est quelqu'un qui veut également immigrer. Puis il m'a écrit en privé, il m'a présenté son profil et ses résultats des tests de langue. J'étais juste waouh. C'est la première fois que je vois un test pareil avec des scores pareils. Puis effectivement, j'étais quand même bluffé. J'étais quand même bluffé parce que c'est quand même rare de voir des gens qui ont des C2, C2, C2 partout. Et puis, il était à l'aise comme ça de partager sa stratégie, comment est-ce qu'il a fait. Et puis, il m'a fait savoir qu'il formait des gens également. Donc, ça peut être quelque chose également d'intéressant. Donc, on ferme cette parenthèse. Donc, je voulais vous présenter ça. Ça peut être long avant d'aller au vif du sujet qui était de vous parler de l'évaluation comparative des études. Donc, comme je vous ai dit, l'évaluation comparative des études, on va sur Google rapidement. Donc, si je vais sur Google ici, je vais chercher évaluation comparative des études. Donc, évaluation comparative des études hors Québec. Je clique ici, je suis bien sur le site de l'immigration du Québec, je mets ça en français. Et puis, comme vous le voyez, ils ont dit l'évaluation comparative des études hors Québec est un avis d'expert délivré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à titre indicatif seulement. Ok, donc en général, l'évaluation des diplômes que vous faites n'est pas reconnu par les universités. C'est-à-dire que si vous voulez retourner aux études, l'université va faire sa propre évaluation. Elle ne va pas reconnaître l'évaluation du ministère. Ok, elle n'est ni un diplôme, ni une équivalence de diplôme. Donc, vous comprenez. Elle n'est ni un diplôme, ni une équivalence de diplôme. Voilà pourquoi elle sert vraiment plus dans les recherches d'emploi. Donc, l'évaluation comparative établit une comparaison générale entre deux systèmes éducatifs officiels. Elle indique à quel repère scolaire, ou principaux diplômes et à quel domaine de formation peuvent être comparées les études effectuées à l'étranger. Donc,
Bien qu'elle ne leur crée aucune obligation, plusieurs organismes de réglementation et employeurs utilisent l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec comme un outil dans le cadre de leur processus d'admission ou d'embauche. OK. Donc, vous comprenez donc que l'évaluation comparative des études n'est pas un document indispensable, dans vos procédures d'immigration. Tout de même, il sera peut-être important de le faire pour gagner en temps. Donc, je dis bien juste pour gagner en temps parce que généralement, lorsque vous allez arriver ici au Québec, sans évaluation comparative, lorsque vous allez vous mettre à chercher du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous demander ce document parce que pour les entreprises, c'est juste un repère, ou bien une sorte de, je sais pas, de garantie ou bien de preuve que vous avez quand même un niveau scolaire qui a été reconnu par le ministère. Donc voilà à quoi ça va servir simplement. OK? Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait l'évaluation comparative pour ceux qui veulent le faire pour gagner un temps? Ça peut être, si vous avez les moyens, je pourrais vous dire faites-le. Parce que des fois c'est embarrassant, c'est stressant lorsque vous arrivez ici et que vous mettez à chercher du travail et que vous vous rendez compte que la plupart des employeurs vous demandent l'évaluation comparative. Donc, et ça va vous prendre peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois à le faire. Donc, entre-temps, vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous ratez des opportunités d'emploi parce que vous n'avez pas ce document. Donc, voilà simplement à quoi ça peut vous servir. Donc, si je clique ici, soumettre une demande d'évaluation comparative, vous allez voir, c'est vraiment très bien expliqué. On vous demande, est-ce que vous avez vraiment besoin d'évaluation comparative? Avez-vous vraiment besoin d'évaluation comparative? L'évaluation comparative est un avis d'expert, donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Elle n'est pas une équivalence de diplôme. Donc, si vous désirez, par exemple, exercer un métier ou une profession réglementée ou bien obtenir un diplôme québécois par reconnaissance des acquis, bref, l'évaluation comparative ne sera pas reconnue. Ici, on vous dit, l'évaluation comparative n'est pas requis pour présenter une demande d'immigration. Donc, ça c'est bon à savoir. C'est pas requis pour présenter une demande d'immigration, mais pour des raisons que je viens de vous dire, ça peut être important. Et puis, lorsque vous allez créer votre déclaration d'intérêt dans Arima, on va vous demander cela. Et comme vous savez, Arima a désormais un portail employeur. Donc, il y a des employeurs qui viennent d'Arima chercher des candidats intéressants. Donc, comme je vous ai dit, c'est quand même un document qui intéresse certains employeurs. Ça se peut donc que le fait de ne pas avoir ce document soit un critère de discrimination pour vous dans le bassin. Donc, alors, sauf que je connais beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver, qui n'ont pas d'évaluation comparative. Moi-même, j'ai immigré au Québec, je n'avais pas d'évaluation comparative, je l'ai fait sur place, mais j'avais l'impression que je ratais des opportunités parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui me demandaient ça lorsque je faisais des recherches d'emploi. Donc, juste pour faire ça, ça me prend comme 2 mois, donc c'est comme 2 mois que vous perdez à tourner en rond. Alors, la première des choses que vous devez fournir, c'est une demande d'évaluation comparative. Donc, il y a ce document ici. Donc, si je fais un clic droit, je fais ouvrir, ça va m'ouvrir le document dans un nouvel onglet ici. Donc, c'est ce document PDF ici. Donc, il faut télécharger le document. Vous allez télécharger ce document qui s'appelle demande d'évaluation comparative des études hors Québec. Donc, je fais un clic droit, ouvrir. Donc, il y a ce document que vous allez donc télécharger, vous allez le remplir, Vous devez lire ce document, puis vous allez vraiment remplir. C'est vraiment rien de compliqué. Vous pouvez le remplir directement sur ordinateur. Juste mettre des questions ici. On vous dit, ça c'est à l'usage du ministère, donc vous ne faites vraiment rien ici. Renseignement préalable. Avez-vous déjà fait une demande d'évaluation comparative, oui ou non? Si vous avez déjà fait, vous marquez oui, vous mettez le numéro. Sinon, vous marquez non. Je pense que pour la majorité, ça va être non. Renseignement sur votre identité, votre sexe masculin. Vous mettez votre nom de famille, prénom. Si vous avez des noms et des prénoms différents, vous pouvez les mettre ici. Date de naissance ici, puis pays de résidence. Ensuite de cela, adresse de correspondance. Mettez votre adresse de correspondance, c'est-à-dire que si on veut vous envoyer des courriers,
vous mettez votre numéro, rue, appartement et autres, boîte postale. Bref, vous remplissez ici ville, pays et autres. Renseignements sur les études. Donc, vous remplissez ça, les études primaires. Donc, si vous avez fait les études primaires et secondaires, donc si vous avez un diplôme de baccalauréat, déclarez toute votre scolarité depuis l'enseignement primaire. Toutefois, ne fournissez que le document de niveau secondaire ou postsecondaire. Donc, vous voyez, ici, on vous dit toutes vos études au niveau primaire, vous devez les déclarer. OK? Vous allez déclarer toutes vos études que vous avez fait au niveau primaire, mais vous allez simplement soumettre au moment d'envoyer. OK? Vous allez simplement fournir vos documents secondaires ou postsecondaires. Donc, pour ceux qui sont généralement en Afrique ou en Europe aussi, je sais que le diplôme de fin d'études secondaires, c'est le baccalauréat. Donc, vous mettez quand même vos études primaires ici et secondaires. Puis, le document que vous allez envoyer, ce sera juste votre baccalauréat, OK? Le document qui marque votre fin d'études primaires. Et si vous avez fait des études universitaires, vous allez également soumettre vos diplômes universitaires. Généralement, ce diplôme est relevé de notes, OK? Donc, vous remplissez simplement tout ça. Études postsecondaires, donc si vous avez fait des études supérieures, vous remplissez cette section. Universitaire. Présence d'un représentant. Donc, s'il y a quelqu'un qui remplit ce document, bien qui fait cette étape pour vous, qui fait cette évaluation pour vous, vous pouvez mettre oui pour vous mettez ces informations. Mais si c'est vous-même qui le faites, mettez non simplement. Puis vous passez à l'étape suivante. OK. Puis au niveau des déclarations, vous déclarez que les documents sont originaux ou autres. Donc, vous mettez votre nom, vos pays, date, puis vous mettez la signature. Donc, ça, c'est dans le premier formulaire. Clause de consentement, vous signez également la clause de consentement. OK? Maintenant, la partie de la liste des documents à soumettre. Donc, c'est important également de vérifier ça et de valider ici pour la liste des documents à soumettre. Donc, le premier document, c'est vraiment ce formulaire. Vous voyez ici, formulaire demande d'évaluation. Ça, en fait, c'est comme un formulaire de référence. Ça va vous permettre simplement de vous assurer que vous n'avez rien oublié lorsque vous allez joindre tous vos documents pour la mettre dans une enveloppe pour expédition. Donc, ce formulaire ici, ce qu'on appelle partie 2, c'est elle qui va vous permettre, en fait, de faire un suivi, en fait, de tous vos documents. Donc, le premier document que vous assurez d'avoir au-dessus, vraiment tout premier document, ça sera ce formulaire, le formulaire qu'on est en train de remplir présentement. Ensuite de cela, on dit ici, cochez la case correspondant à chacun des documents que vous soumettez. Vous pouvez joindre cette liste du roman remplie à votre demande et fournir tous les documents demandés dans le format exigé. Donc, vous voyez les différents formats. Ici, on veut l'original. Si on veut une copie, vous envoyez une copie. OK? Si vous fournissez des traductions de documents, veuillez les placer au-dessous du document traduit. Donc, pour des personnes qui ont fait des études, qui ont les attestations d'études et de diplômes en une langue autre que le français et l'anglais, vous avez besoin de traduire vos documents. Donc, lorsque vous allez traduire vos documents, OK, je suppose par exemple ceux qui sont dans le Maghreb, généralement c'est l'arabe, vous allez les traduire en français ou en anglais. Vous allez donc prendre votre traduction certifiée, OK, et vous allez la mettre au-dessus. Par exemple, votre baccalauréat, vous prenez la traduction de votre baccalauréat, OK, c'est un format ou bien deux formats, vous la mettez au-dessus du document de votre diplôme de baccalauréat non traduit qui est en arabe par exemple. Vous mettez par exemple une trombone dessus pour vraiment pour tenir ce groupe-là, quoi, pour regrouper les documents par type en fait, ou bien par diplôme. Donc, ensuite d'ici, c'est ça. Demande de version comparative, la section 4 dans laquelle se retrouvent vos enseignements sur l'ensemble de vos études réalisées à l'étranger, même si vous ne souhaitez pas
faire d'évaluation de toutes vos formations. Bon, vraiment, c'est tout le document qu'on vient de parcourir qui est demandé. Est-ce que vous avez un représentant? Si vous avez un représentant, ça veut dire que ça vous prend ce formulaire que le représentant doit signer, ok? Et puis c'est l'original. Maintenant, les pièces justificatives. Donc, page de votre passeport valide. Donc, vous faites une page de votre passeport, là où il y a fait votre nom, acte de naissance et autres. Acte ou certificat de naissance, tout ça, c'est des photocopies certifiées. Donc, passeport, acte de naissance. Les documents suivants délivrés par l'immigration. Donc, certificat de citoyenneté canadienne, carte de résidence, document. Donc, fournissez un document qui atteste que votre identité. Donc, ici, comme vous avez vu, on a dit où. Donc, vous envoyez l'un de ces documents. Donc, soit la page de votre passeport, soit l'acte de naissance. Donc, c'est ça, ou ça, ou ça. Donc, vous envoyez un selon votre situation. Puis, ici, on dit, si vous avez changé de nom, ça correspond à ceux qui ont peut-être changé de nom. Donc, vous regardez ça, ainsi de suite. Donc, chaque fois, s'il y a quelque chose que vous mettez dans, c'est-à-dire qui correspond à vous. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas changé de nom, donc vous n'avez pas besoin de cocher ici, donc vous n'avez donc pas besoin de mettre une photocopie. Donc vous cochez seulement si ça correspond à votre situation et que vous avez mis le document demandé, ok? Donc ici vous mettez pour les études secondaires non complétées. Donc vous mettez les relevés de notes. Pour les études secondaires générales complétées, vous mettez le diplôme officiel obtenu, ok? Donc du copie certifié conforme. Donc, vraiment, je pense que vous allez être à l'aise avec tout ça. Vous regardez vraiment ça vous aide en fait à mettre les documents qui sont demandés. Et puis, si on retourne sur la page ici, où est-ce qu'on était? Je pense qu'on était ici. La première des choses, c'était demande d'évaluation comparative. Donc, c'est le formulaire qu'on regardait tantôt. Puis ici, on a dit, joignez le paiement des frais exigés selon le mode de paiement. Donc, si vous faites un clic droit ici, vous allez aller voir les modes de paiement. Donc, si je viens ici, on me dit évaluation comparative des études, ça coûte 123 $. OK? Et puis, les modes de paiement, je peux payer par mandat postal, par chèque, je peux payer par chèque émis par un agent de change, chèque d'une entreprise canadienne, traite bancaire tirée sur une banque canadienne, chèque certifié ou viré signé par une banque canadienne, carte de crédit. Donc, carte de crédit, je pense que ça va être vraiment l'approche qui correspond au mieux à toute personne située à l'étranger. OK. Donc, puis on dit si vous souhaitez payer par carte de crédit, vous devez remplir le formulaire ici. Donc, si je clique le formulaire ici, paiement par une carte de crédit, vous voyez, ça va m'ouvrir une autre page. J'aurai en fait un formulaire où je vais mettre mon nom, prénom, mon numéro de carte de crédit, tout ça, puis je vais envoyer. Quand l'immigration va recevoir l'enveloppe, ils vont simplement aller récupérer l'argent dans cette carte de crédit. Donc, si vous utilisez cette méthode-là, mettez suffisamment d'argent dans votre compte. OK? Donc, vous voyez, c'est ça ici, paiement par carte de crédit PDF. Je vais ouvrir dans un nouveau lien. Puis, voilà le document. Donc, si vous faites un paiement par carte de crédit, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre ce document, vous allez le remplir. Ça, c'est réservé à l'administration. Donc, ici, vous allez marquer demande de évaluation comparative des études. Donc, vous allez coucher ici parce que c'est pour l'évaluation comparative des études. Vous cochez ça. Puis, vous mettez requérant principal. Donc, vous mettez votre nom à vous, prénom, date de naissance. Vous autorisez le ministère de prélever. Vous mettez le montant qui est de 123 $. Le nom, prénom, signature et la date.
Ok, donc vous mettez votre nom, votre prénom, vous signez, vous mettez la date et soumettez les informations de votre carte de crédit. Est-ce que c'est une Visa? Est-ce que c'est une Mastercard? Est-ce que c'est une American Card? Puis si c'est une Visa, vous allez mettre le numéro, date d'expiration, vous allez mettre le code CVV, le code qui est à l'arrière, généralement à l'arrière de votre carte. Pour une Visa ou pour une Mastercard et pour une American Card, vous allez mettre ceci. Donc, étant donné que lorsque vous allez mettre ça, vous allez l'expédier. Ça peut prendre 1 mois ou 2 mois. Il faudrait donc qu'il y ait toujours de l'argent sur cette carte de crédit. Ok, faites attention aux conversions. Donc, mettez un peu plus d'argent. Donc, là, on demande, je pense, $123. Si vous pouvez mettre $200, ça fait que le jour où la valeur du dollar baisse en faisant la conversion, que vous ayez quand même toujours le montant demandé. Ok. Donc, je pense que c'est assez clair jusqu'ici. Je vais simplement fermer toutes ces fenêtres-là parce qu'elles sont pas très importantes. On les a déjà parcourues. Puis, alors, mode de paiement, on a déjà dit, le mode de paiement, si on a choisi la carte Visa, on va remplir le formulaire et puis on va la mettre avec nos documents. Ok. Photocopie lisible et entière de vos pièces d'identité acceptées. Joignez une copie certifiée conforme au journal lisible de vos documents scolaires. Donc, ça c'est tous les documents à joindre. Facultatifs, si vous avez d'autres là, comme on disait tantôt, vous avez peut-être des traductions, vous allez mettre des traductions. C'est ça. Donc, vous allez simplement faire tout ça. Si vous avez mandaté quelqu'un, joignez la procuration du mandat. Bref, le document que je vous ai montré en premier, ici, vous vous souvenez, le premier document, à la fin de ce premier document, il y avait des cases à cocher pour tout type de preuves que vous allez joindre à votre procédure. Donc, c'est les mêmes éléments qui sont demandés ici. Donc, juste suivre ce document, normalement avec ça, vous devez être à l'aise. Donc, si je reviens sur ce document, je fais ouvrir ici. On va retenir ce document. Donc, à la deuxième page ici, deuxième partie, il faut simplement suivre tout ça, ok? Ce qui correspond à vous, vous cochez pour vous assurer que vous l'avez mis dans le dossier tel que demandé. Il y a des indications ici sur la colonne de gauche qui vous permettent vraiment de ne pas faire des erreurs, ok? Donc, juste suivre ça. Et puis, à la fin, il va falloir payer. Non, il va falloir expédier. Lorsque vous avez fait tout ça, vous allez mettre dans une enveloppe. Vous essayez vraiment de séparer dans l'enveloppe chaque document, ok? La demande est vraiment au-dessus. Ensuite de ça, vous mettez la preuve de paiement. Vraiment, vous suivez l'ordre ici. Suivez l'ordre ici pour mettre vos documents dans l'enveloppe. Vos diplômes et vos relevés de notes, vous essayez d'utiliser les trombones pour les séparer dans l'enveloppe, ok, pour que en fait, ne se mélange pas. Donc, une fois que vous avez mis tous ces documents-là, vous mettez dans une enveloppe, puis vous allez expédier ici, poster ici, donc direction, si je clique ici à la direction de l'enregistrement et des relations comparatives, si je fais un clic droit, j'ouvre ça dans un nouvel onglet, ça vous permet d'aller avoir l'adresse d'expédition. Donc, dans votre enveloppe, donc si c'est en lien avec un dossier d'immigration, vous envoyez ça ici. Ok, vous envoyez ça ici. Donc, je pense que tout le monde doit envoyer ici parce que normalement, ce qu'on fait, c'est en lien avec nos procédures d'immigration. Donc, vous allez sur l'enveloppe adresse de destination, mettez 285 rue Notre-Dame, Ouest, 4e étage, Montréal, Québec, mettez le code postal Canada. Puis vous mettez votre nom vraiment sur le pli de l'enveloppe comme vous savez et vous allez expédier ça par une compagnie de transfert de courrier dans votre courrier international et normalement lorsque votre évaluation sera faite, le ministère va vous retourner l'évaluation. Donc pour le retour, pensez à mettre vraiment une adresse postale valide
Si vous connaissez quelqu'un au Canada, la famille, généralement dans l'adresse, c'est mieux de mettre l'adresse des personnes qui sont au Canada et que ces personnes-là récupèrent vos documents et vous l'envoient. Okay? C'est vraiment plus simple de cette façon-là. Parce que vous avez vu ici, là où on a demandé l'adresse, ici, quelque part dans le formulaire, ici, on demande adresse de correspondance. Donc, c'est à cette adresse que vous sera retourné le document. Lorsqu'on va faire votre évaluation, lorsqu'elle sera terminée, on va retourner dans vos documents. Donc, faites attention à cette adresse, sinon vous risquez peut-être dépenser de l'argent inutilement et ne jamais recevoir votre évaluation. J'espère que cette vidéo vous aidera. On a vraiment beaucoup tiré de long en large. Il y a des choses que je comptais vraiment vous présenter avant de parler d'évaluation comparative. Ça peut être très important. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans vos différents programmes d'immigration. Puis, on se retrouve certainement dans une prochaine vidéo.